จบអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដំណើរការហើយនឹងផ្ដល់វិធី Reprise audience, dit le président. Présent la défense de Nounchea a la parole pour la suite de son interrogatoire. Maître, veuillez attendre. Alors, je vois que l'accusation demande la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Avant que les débats ne reprennent, j'aurais voulu en quelques secondes clarifier notre position pour qu'il n'y ait pas de malentendu concernant l'objection qui a été soulevée juste avant le déjeuner. L'objection n'avait pas pour but d'interdire dans l'absolu toute question qui commencerait par « est-il juste de dire que ?» Mais les dernières questions qui avaient été posées par la défense n'avaient pas, à notre sens, de réel fondement objectif pour qu'elles puissent être posées à une partie civile qui n'est pas un expert. Et il nous était apparu que ces dernières questions l'invitaient à rentrer dans des hypothèses, à se livrer à certaines spéculations ou à tirer des conclusions. Et ce n'est pas le rôle de la partie civile de le faire, car cela va manifestement au-delà de ses connaissances. Voilà simplement la clarification que je voulais faire par rapport à l'objection qui avait été formulée tout à l'heure et qui a pu peut-être, à travers la traduction, donner lieu à une mauvaise interprétation de mes propos. Merci beaucoup. Le président. La parole est au Conseil international de la défense de Nounchea. Maître Enoutsi, merci Monsieur le Président, bon après-midi à tous et toutes, et merci à cette précision du bureau des coprocureurs. Je comprends. J'aimerais noter qu'il soit acté que notre position est que cette partie civile est tout à fait capable de déposer sur les conditions à Phnom Penh entre 69 et 75, en particulier sur les questions de soins de santé, mais sur des questions plus générales aussi, car en effet il habitait à Phnom Penh, sauf les 18 mois où il était posté à Sisopon. Bonjour monsieur. Je vais reprendre là où j'avais laissé mes questions. Il me reste quelques questions à vous poser sur le premier sujet, c'est-à-dire la situation à Phnom Penh en 1975. Vous avez donné en réponse à une question de l'accusation ce matin qu'à Bor et Kayla, où vous faisiez le travail de triage que vous avez décrit, vous avez dit qu'il y avait donc pénurie de lits à Bor et Kayla et que vous aviez toutes les fournitures médicales dont vous aviez, mais que vous aviez toutes les fournitures médicales dont vous aviez besoin. Est-ce bien ce que vous avez dit à mon confrère ce matin? Réponse. Je n'ai pas parlé de pénurie de lits. J'ai dit qu'il y avait une cinquantaine de lits à Bor et Kayla. Mais il y avait beaucoup plus de patients que de lits. Et c'était surtout des blessés. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que l'on manquait de lits. Question. Merci pour cette précision. Donc, vous dites qu'il n'y avait pas assez de lits pour tous les blessés. Il y avait plus de blessés que de lits. Réponse. Bor et Kayla n'était pas un hôpital ordinaire comme celui de l'Amitié soviétique, par exemple. Il n'y avait qu'une cinquantaine de lits et en raison du grand nombre de blessés, certains patients ont dû coucher par terre.
La Défense, merci. Voilà qui me fait penser à ma prochaine question. Vous venez de parler de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique. Vous avez aussi parlé de l'hôpital Priatek-Maleh. Vous avez dit avoir travaillé. Qu'en est-il de ces deux hôpitaux? Selon votre expérience, avait-il assez de lits? Y avait-il assez de lits dans ces hôpitaux pour accueillir tous les gens qui devaient y recevoir des soins? Si, bien sûr, vous connaissez la réponse à ma question. Réponse. Laissez-moi vous dire que je suis arrivé à Phnom Penh à la fin de l'année 74, au début de l'année 75, et je ne suis pas retourné à mes anciens lieux de travail. Je suis resté à Boré-Kéla, et comme je l'ai dit, il y avait une 50aine de lits à Boré-Kéla. Quant à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique, il s'agissait d'un grand hôpital, et je n'ai aucune idée du nombre de lits qu'il y avait. La Défense. Je vous remercie. Qu'en est-il du nombre de médecins à l'époque? De 74 à 75, par exemple. Vous nous avez dit que vous avez été formé comme infirmier et que vous avez travaillé comme soignant. Mais qu'en est-il de médecins formés qui exerçaient la médecine à Phnom Penh quand vous êtes rentré en 74? Qu'en savez-vous? Réponse. À Boré-Kéla, où je travaillais, il n'y avait pas assez de médecins. Il y avait 5 chirurgiens et d'autres personnels médicaux. Après les 18 mois, ils sont tous venus à Boré-Kéla. Il y avait donc du personnel médical et des étudiants, des stagiaires en médecine. Je n'ai pas parlé de Priaket-Maleh. J'ai parlé de l'endroit où j'ai travaillé. Donc, il y avait assez de médecins et de membres du personnel médical. Question. Très bien. Pour être certain d'avoir bien compris, laissez-moi répéter. Vous parliez simplement et uniquement de la section de triage à Boré-Kéla. Réponse. Oui, c'est exact. La Défense. Je vous remercie. D'après votre expérience, et soit avant que vous alliez à Sisopon ou quand vous êtes rentré en 74, avez-vous entendu parler d'un exode la température reprend, que des médecins avaient quitté le Cambodge? La réponse. Non, je n'en savais rien. Mais je peux vous dire que dans les blocs opératoires, les chirurgiens étaient des hommes d'expérience. Mais à savoir si des chirurgiens et des médecins étaient partis à l'étranger, je n'en ai aucune idée. Question. Pourriez-vous simplement me répéter le nombre de médecins et de chirurgiens qui travaillaient à Boré-Kéla avec vous? Réponse. À Boré-Kéla, il y avait 5 blocs opératoires.
il n'y avait pas qu'un seul chirurgien dans ces blocs. Il y avait des chirurgiens, d'autres membres du personnel médical, des assistants et des stagiaires qui nous ont aidés dans notre travail. Je ne peux vous dire exactement quel était le nombre total de membres du personnel à l'unité de triage. La Défense. Merci. J'aimerais que l'on revienne brièvement sur quelque chose que vous nous avez dit plus tôt à propos de la situation alimentaire à Phnom Penh. Vous avez indiqué que les prix des denrées étaient déjà assez élevés en 1973 avant que vous partiez pour Sisopon et qu'à votre retour, les prix avaient monté encore plus. Avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais vous lire une citation d'un document. Il s'agit d'un extrait d'un ouvrage écrit par Michael Vickery, dont le titre est « Cambodge, 1975 à 1982 ». Je m'attends à ce qu'il y ait une certaine résistance de la part de mes confrères ou des juges, donc j'aimerais répéter quelque chose que l'accusation a dit la dernière fois que cette question est survenue, et vous me corrigerez si je me trompe. Donc la position des coprocureurs était que de tels textes, soit des ouvrages savants faits par certaines personnes sur certains sujets, peuvent servir s'il existe un lien direct avec le témoin qui dépose. Ce que j'ai devant moi, c'est une page de cet ouvrage de Michael Vickery qui porte directement sur quelque chose qu'a évoqué la partie civile. Il y a donc ce lien direct. Et j'aimerais pouvoir lire l'extrait et de susciter sa réaction. Puis-je, le président, veuillez donner les références avant que nous nous prononcions, c'est-à-dire la cote et le RN des pages. Ainsi, chacune des parties pourra savoir de quel document on parle et décidera si elle s'oppose à sa lecture. C'est une pratique courante que vous devriez déjà savoir. Maître Yanouchi, merci, Monsieur le Président, et c'est en effet ce que je vais faire. Comme je l'ai dit, c'est un ouvrage bien connu, tout le monde le connaît. J'imagine que vous le connaissez, et c'est au dossier pénal depuis très longtemps. C'est un ouvrage de Michael Vickery dont le titre en anglais est Cambodia 1975, 1975 to 1982, D 222, barre 1.17, publié en 1984. Et à ce que je sache, il n'est pas disponible dans son intégralité dans toutes les langues. Sa version anglaise est au dossier pénal depuis plusieurs années. La page ERN en anglais 0039 6999. C'est la page 84 de l'ouvrage. Pardon? La juge Cartwright. Pouvez-vous me répéter le RN? Veuillez parler plus lentement, je vous prie. Maître Yanouchi, j'essaierai de parler encore plus lentement. ERN 0039 69 99. C'est la page 84 de l'ouvrage. So if I may, Mr. Civil Party, I'm simply going to read a passage. Si je puis, donc, je vais vous lire un extrait et je vous demanderai de faire un commentaire si vous avez des observations d'après votre expérience personnelle, et sinon, je l'accepte. Donc, laissez-moi lire l'extrait. Le président interrompt.
Maître, veuillez attendre.ឯកសារនេះបានស្នើសុំដាក់នៅចំពោះមុខ Le président. La défense de Nuon Chua a-t-elle demandé à ce qu'il soit versé au dossier pénal ou une autre partie? La réponse de la défense, en effet, il y a d'ailleurs très longtemps de cela. ហេតុផលមិនទៅបានជា Le président. Mais si le document a été versé au débat, pourquoi n'existe-t-il qu'en une seule langue? Réponse de la défense, je n'en ai aucune idée, mais c'est un document de base qui a servi d'ailleurs, même avant la création du tribunal, a servi dans l'instruction le 21 janvier 2012. Nous l'avons, c'est-à-dire nous, la défense de Nuon Chua, l'avons mis en annexe. L'annexe porte le titre Liste de documents versés au débat lors du premier mini-procès, donc 31 janvier 2012. E 131 bar 1. L'interprète a raté le R. Et on y a fait référence avant cela. Je vois ici, il y a une note de bas de page dans cette annexe qui remonte au 14 novembre 2011. Je pense que c'est la première fois où nous avions fait référence à ce document. Mais tout le monde connaît l'ouvrage de Michael Vickery, je crois. Je ne pense pas que qui que ce soit est surpris par ce document. Did put it on the interface. Et je l'ai mis dans l'interface il y a quelques jours. Non, pardon. Notre case manager. Le président, Madame la juge Cartwright, veuillez prendre la parole. La juge Cartwright, merci Monsieur le Président. Le greffier m'informe que cette page était aussi sur les annexes des procureurs. Document est versé au débat. Pouvez-vous jeter la lumière là-dessus? Comme vous le savez, de verser un document dans l'interface n'est pas une notification usuelle. Bon, l'interface, c'est le mot que je cherchais. L'accusation peut-elle peut-être nous éclairer là-dessus? Oui, merci Madame la juge. Effectivement, nous avions placé ce document, ce livre sur notre liste de documents d'avril 2011 et il figurait également sur la liste de documents de juillet 2011, c'est-à-dire les documents qui concernent ce premier procès. Concernant la question de savoir si nous ferons objection ou pas, je pense qu'il faudrait d'abord entendre l'extrait qui est cité, étant donné que, effectivement, par la
Auparavant, la Chambre a estimé qu'il fallait qu'il y ait un lien direct, ce qui a été rappelé par la défense, entre ce qui est lu par un auteur et la personne qui est interrogée. Alors, si il s'agit d'une personne s'il s'agit de la partie civile qui est interrogée, par exemple, on n'aurait pas d'objection à ce que ce passage soit lieu, que des questions soient posées. S'il y a un lien évident et direct avec ce que la partie civile a pu dire jusqu'à présent, je ne pense pas que nous nous y opposerons non plus. Merci beaucoup. Somme chơiលោកមេធាវី Le président. La parole est à la défense. Maître Yanoussi. Merci, Monsieur le Président. Et je vous assure, ce sera le seul extrait que je lirai. Je cite donc. En 1974, le stock en riz pour Phnom Penh n'était que d'un tiers environ de la quantité nécessaire. Et après septembre de la même année, c'est-à-dire 1974, le chef de ménage moyen ne gagnait pas suffisamment pour acheter le strict minimum, en supposant qu'il soit disponible. En février 1975, une famille recevait 2,75 kilos seulement par personne pour 10 jours, au prix subventionné, c'est-à-dire 270 grammes par jour, juste un peu plus que la boîte du Kampuchea démocratique. C'est la fin de la citation. Donc j'aimerais répéter ma question, monsieur. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas la réponse, veuillez nous le dire. Mais ce passage que je viens de vous lire, est-ce que cela correspond à votre expérience de la situation à Phnom Penh des fins de l'année 74 et début de l'année 75, en plus de ce que vous nous avez dit ce matin? Réponse. Je dirais qu'à l'époque où j'habitais à Phnom Penh, je n'ai pas entendu parler de voir la permission d'acheter 2 kilos de riz. À l'époque, par contre, les prix avaient augmenté, car il y avait de la difficulté à approvisionner la ville. Et quiconque ne vivait pas à Phnom Penh ne pouvait pas comprendre la situation à Phnom Penh. Question, merci beaucoup pour cela. Mais pendant que vous étiez à Phnom Penh, est-ce que vous travailliez pour le gouvernement de London? Réponse. En 1969, j'ai commencé mes études que j'ai terminées en 1972. En 1973, je suis aussi allé à l'hôpital de Praket Melair, et ensuite je suis allé à l'armée. Donc évidemment, j'étais fonctionnaire de l'État quand je travaillais pour l'État. Maître Yanoussi, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir sur ce sujet. Laissez-moi vous poser une autre question. D'après votre expérience, donc, les conditions, c'est-à-dire l'augmentation du prix du riz, pour ceux qui ne travaillaient peut-être pas pour le gouvernement, ces conditions ont-elles été empirées par l'incompétence et la corruption du gouvernement pour lequel vous travailliez, soit le gouvernement de London? Réponse. Maître.
ne suis pas ici pour répondre à ce type de questions. Je peux vous parler de mon expérience du régime. Je ne suis pas ici pour vous faire une analyse sur ce que vous venez de me dire. Alors, si vous me demandez si la situation était difficile d'après mon expérience, je peux tout à fait répondre à ce type de questions. Car j'étais à Phnom Penh avant la chute. Maître Yanouti, donc peut-être que ça a été mal interprété, que vous étiez fonctionnaire du gouvernement, c'est bien ce que vous avez dit. Réponse. Mais laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un qui travaille pour l'État, vous pouvez demander qui est le chef. Le président. Partie civile, vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Vous ne souhaitez pas répondre, vous avez le droit de ne pas répondre. Mais si vous pouvez répondre, répondez. Mais vous devez vous abstenir de poser des questions au conseil. Vous devez parler de ce que vous avez vécu. Si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à répondre « Je ne sais pas ». Que vos connaissances sont celles qu'elles sont. If I may, let me be very clear. I'm not. Maître Yanouti, permettez-moi de préciser que je ne cherche pas à vous critiquer aucunement. Je cherche à poser des questions percutantes. Je regrette si j'ai pu donner l'impression de vouloir vous critiquer. Ce n'était pas mon intention. Pour répéter la question, d'après votre expérience en tant que fonctionnaire du gouvernement de Lon Nol, êtes-vous d'accord avec les dires d'autres personnes comme quoi l'incompétence et la corruption de ce régime, non pas de vous-même, mais de ce régime, a pu aggraver les conditions de vie qui prévalaient à Phnom Penh avant avril 1975. Réponse. Cette question est sans pertinence par rapport à ma présence ici. Je ne saurais répondre quant à ce qui s'est passé avant la chute de Phnom Penh. Question. Je ne cherche pas à discuter avec vous, mais depuis la semaine dernière, vous répondez à de nombreuses questions sur ce qui s'est passé avant la chute de Phnom Penh. Je ne pense pas avoir bien compris. Vous avez répondu à des questions des co-avocats des parties civiles concernant les événements avant 1975. Vous avez fait de même pour les questions de l'accusation et pour des questions posées par le juge Laverne. Vous avez même répondu à certaines de mes questions. Je ne crois pas avoir bien compris votre dernier commentaire. Dites-vous que vous n'avez pas envie de parler de l'incompétence et de la corruption du régime de Lon Nol? C'est cela qui vous dérange? Réponse. Vous m'avez en effet posé la question et à titre de réponse, je dis que avant que les Khmers rouges
capture la ville de Phnom Penh, je désire en parler à la Chambre, mais je pense que oui, je peux à nouveau prendre la parole et raconter ces éléments à la Chambre. La défense. La semaine dernière, votre Premier ministre a demandé au gouvernement américain d'annuler une partie de la dette du régime de Lon Nol, puisque cet argent a été utilisé par un gouvernement pro-américain pendant les années 70 pour réprimer sa propre population. C'est ainsi qu'il s'est exprimé. En disant que cet argent a été utilisé pour la répression de la population, êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Et veuillez attendre puisque ma consoeur s'est levée, consoeur de la partie adverse. បាទតាមរងរបនេះខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញ Le président, monsieur la partie civile, veuillez attendre. L'avocat de la partie civile, allez-y. Monsieur le Président, je pense que cette question très intéressante n'a pas lieu d'être dans cette enceinte aujourd'hui. Je ne crois pas que M. Meas Saran doit faire une analyse de la politique actuelle et déjà les questions précédentes amenaient M. Meas Saran à se positionner sur ce qui se passait sous le régime de Lon Nol. Il était fonctionnaire de l'État. C'est très difficile. Ce sont des questions qui ne sont pas pertinentes et qui ne doivent pas être posées, surtout cette dernière. If I may reply, if I may. Maître Yanoutsi, permettez-moi de répondre. Ma question ne s'intéresse pas à la situation politique d'aujourd'hui. Je m'intéresse à la caractérisation faite par Hun Sen du précédent régime, le régime d'avant 1975, qu'il a caractérisé de répressive et ayant utilisé de l'argent de l'aide étrangère pour réprimer sa population. Et ceci fait partie de notre défense. Tout le monde le sait, ce depuis 2008. La question est donc pertinente et est en partie liée aux raisons données justifiant l'évacuation de Phnom Penh. Peu importe la position prise concernant ces motifs, ceci est pertinent. Les conditions qui prévalaient avant 1975, y compris la gestion du pays par le gouvernement de Lon Nol, est pertinent pour dresser le contexte. Le président. L'objection de l'avocat de la partie civile est retenue. Cette question n'est ni pertinente ni appropriée. Et elle suscite de la part de la partie civile son avis personnel. Ceci n'est pas approprié. La défense. Je tiens à rajouter que cette partie civile donne son opinion personnelle depuis le début de sa comparution. Il raconte son expérience personnelle avec ses observations personnelles. Le président. La Chambre s'est déjà prononcée. Monsieur la partie civile, veuillez ne pas répondre à cette question. Maître Yanoutsi, merci Monsieur le Président. Je vais passer au deuxième sujet que j'ai mentionné ce matin, c'est-à-dire le bombardement américain imminent donné comme justification de l'évacuation de Phnom Penh. Vous en avez déjà longuement parlé. Tout d'abord, avant de formuler des questions, je voudrais dire plusieurs choses. Premièrement, comme vous avez entendu ce matin, lorsque la partie adverse a lu des citations,
de notre client, Nuncia. Nuncia ne nie pas son implication dans l'évacuation. Il maintient justement sa participation à cette décision. C'est un fait que nous acceptons depuis longtemps. Et nous acceptons comme fait historique que cette évacuation ait eu lieu. Ceci n'est pas contesté. Et enfin, j'aimerais dire que les faits que vous avez racontés ici au prétoire ne me posent aucun problème. J'accepte votre récit de votre déplacement de Phnom Penh dans les provinces. Il y a néanmoins un élément que je tiens à clarifier. La semaine dernière, vous nous avez dit que la raison qu'on vous a donnée à vous et à d'autres pour l'évacuation de Phnom Penh était le fait que les Américains s'apprêtaient à bombarder la ville. Vous l'avez redit aujourd'hui. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, c'est exact. La défense. Vous nous avez également dit la semaine dernière, et je pense aussi aujourd'hui, que sur le moment, vous avez cru à cette explication. Ce matin, vous avez dit que cela aurait pu être le cas. Et puis, par la suite, vous avez commencé à avoir des soupçons concernant cette explication. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, en effet, c'est exact. La raison pour cela est que, au bout des 3 journées, aucune bombe n'est tombée, et c'est là où j'ai vu qu'il s'agissait d'un mensonge. Mais en même temps, j'avais des soupçons. Même après ces 3 jours, je pensais que cela pouvait quand même se produire à l'avenir. La défense, merci. Nous acceptons tous qu'il n'y a pas eu de bombardement après avril 1975. C'est un fait établi. Cependant, ce qui m'intéressait, vous venez à nouveau d'utiliser ce terme, et corrigez-moi si je me trompe, mais j'entends la traduction anglaise. Vous avez utilisé le mot mensonge, c'est ce que j'entends dans la traduction. Vous l'avez utilisé à plusieurs reprises la semaine dernière et à nouveau ce matin. J'aimerais savoir, donc tout d'abord, ce que vous entendez par le mot mensonge. L'employez-vous dans le sens anglophone d'une intention délibérée d'induire en erreur ou de falsifier des informations? Est-ce que c'est dans ce sens que vous employez le terme mensonge? Réponse. Pendant 3 jours, le 17, le 18 et le 19 avril, aucune bombe n'a été larguée. Tandis qu'on nous a raconté que des bombes allaient tomber du ciel pendant cette période. Mais après ces 3 journées, ces bombes ne sont pas tombées. Donc pour moi, il s'agissait d'une déception. Question, merci. Prenons un exemple hypothétique. Mettons que je suis le maire d'une ville et que je crois sincèrement qu'un ouragan très fort allait frapper ma ville et endommager ma ville, et je donne l'ordre d'évacuer la ville. Et puis, finalement, l'ouragan ne vient pas. D'après vous, s'agit-il d'un mensonge? Le président. Monsieur la partie civile, ne répondez pas à cette question. La Chambre a déjà dit clairement que toute question
incitant le témoin à spéculer n'est pas autorisé. C'est une règle que nous pratiquons depuis toujours. La défense. Permettez-moi donc de tenter un exemple plus concret. Mettons que la personne en charge de ces débats a interdit des questions suggestives et ensuite a autorisé des questions suggestives. Le président interrompt. La Chambre s'est déjà prononcée. Si d'après vous, vous n'avez plus de questions à poser à cette partie civile, il serait très utile de céder la parole aux autres avocats de la défense. La Chambre a déjà donné sa décision. Nous avons établi une jurisprudence concernant la pratique ici, devant cette Chambre. Si vous avez encore des questions concrètes et pertinentes concernant cette partie du dossier, vous êtes autorisé à poursuivre. Veuillez vous assurer de poser des questions qui rentrent dans le cadre de la première partie du dossier, à savoir le dossier 002/01. Et vos questions doivent être formulées de façon à correspondre à l'expérience et à la connaissance de cette partie civile. Maître Iannuzzi, merci Monsieur le Président. Ce que je cherche à faire, ce que je cherchais à faire avec mes deux dernières questions, dont une a été coupée, je m'efforce de saisir le sens du terme mensonge tel qu'employé par cette partie civile. Je pense que c'est pertinent lorsqu'une partie civile emploie un terme donné. Je pense qu'il est pertinent d'essayer de savoir ce qu'il entend par ce terme. Je prends l'analogie de la question suggestive. Le président interrompt. Maître, veuillez passer à une autre question. Cette partie civile n'est pas formée en matière juridique. Il est ici en tant que partie civile et n'est pas en mesure de nous parler de questions juridiques. Nous lui avons d'ailleurs déjà expliqué qu'il est là pour qu'il comparait ici pour nous parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu. Et vous serez toujours autorisé à poser des questions qui rentrent dans ce cadre. Ce matin, lorsque le coprocureur a interrogé la partie civile en lui demandant de tirer des conclusions ou de spéculer, vous vous êtes opposé. Et donc, nous osons espérer que cette même règle s'applique lorsque vous avez la parole. Maître Iannuzzi, ce début de question inaudible, c'était une question de sémantique. Je passe à autre chose. Monsieur la partie civile, vous avez dit ce matin avoir cru à l'explication qui vous a été donnée par des personnes non identifiées, comme quoi un bombardement américain serait imminent. J'ai noté d'ailleurs que vous avez dit cela aurait pu s'avérer être vrai. Et vous avez dit cela aurait pu s'avérer être vrai en répondant à la question visant à savoir pourquoi vous avez cru à l'origine aux raisons mises en avant. Pourquoi avez-vous pensé que cela aurait pu s'avérer être la vérité? Réponse. Monsieur le Président,
les gens qui ont donné l'ordre aux patients de quitter le bloc opératoire étaient des soldats. C'est eux qui nous ont dit que les Américains allaient bombarder la ville et qu'il fallait partir vite. J'étais obligée de partir et je suis partie. Et à ce moment-là, je me disais que puisque les Khmers rouges avaient pénétré dans la ville de Phnom Penh, qu'on allait nous bombarder. Cela faisait partie de la justification. Je croyais qu'on risquait de bombarder non pas des civils, mais les soldats des Khmers rouges. J'étais convaincue et j'avais le sentiment que cela pourrait être le cas. La défense. Merci, monsieur la partie civile. Je voudrais rester sur ce sujet. J'ai encore une question à ce sujet. Êtes-vous d'accord de dire que vous n'avez aucune connaissance directe quant à savoir si les individus ayant mis en avant cette explication y croyaient eux-mêmes? Réponse. Je regrette, mais je ne peux pas parler pour les personnes qui nous ont raconté cela, parce que c'est une autre personne. La défense. Merci, monsieur la partie civile, c'est la réponse que j'attendais. Je vais passer à un autre sujet, un troisième sujet, mais avant cela, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais j'aimerais vous parler rapidement de la période concernant votre trajet entre Phnom Penh et les provinces. Pourriez-vous nous dire, ou êtes-vous en mesure de parler de l'état des routes que vous avez empruntées? Réponse. Pourriez-vous être plus précis? De quelle partie des routes? Question. J'aimerais que vous décriviez l'état des routes le long de toute votre route. Étaient ces routes intactes? Étaient-elles endommagées? Est-ce que des parties des routes étaient détruites? Avez-vous observé quelque chose? Et si vous n'avez rien observé, dites-le. Réponse. Le pont de Choi Chomwa était coupé. Il était impossible de traverser à ce moment-là. J'ai dû aller de Dai Hat jusqu'à Sisupon. Nous avons emprunté la même route que d'autres qui étaient passés avant nous, mais la différence était que à ce moment-là, la route était calme. La défense. Merci, monsieur la partie civile. Mesdames et messieurs les juges, j'aimerais que ce soit noté que j'aimerais préciser que mes confrères de la défense m'ont indiqué n'avoir aucune question à poser à cette partie civile. J'en aurai bientôt terminé, mais il me reste encore quelques questions. Monsieur la partie civile, vous êtes parti à cette procédure. Vous avez des droits en tant que partie. Pensez-vous ou êtes-vous préoccupé du fait que ce tribunal n'est pas équipé pour faire avancer ce procès de manière à respecter les droits de l'homme?
Ce que je veux savoir, c'est si vous vous inquiétez du fait que ce tribunal sera bientôt à court d'argent. Le président. La partie civile ne devra pas répondre à cette question qui est dénuée de pertinence. La défense. Concernant la pertinence, la jurisprudence en matière des droits de l'homme, le président interrompt. Cette intervention ne sera pas reflétée dans la transcription. Veuillez passer à une autre question. Nous devons utiliser le temps de manière efficace. Vous n'êtes pas autorisé à prendre la parole pour faire acter des éléments à ce sujet. La défense, très bien, je passe à autre chose. Monsieur la partie civile, êtes-vous d'accord de dire que l'on pourrait demander à Monsieur Sian Visat de rembourser une partie des milliers de dollars qu'il a volés au tribunal pendant qu'il était directeur du bureau de l'administration, c'est-à-dire pendant son mandat de 3 ans? Pensez-vous qu'il serait... Le président interrompt. Encore une fois, cette question est dénuée de pertinence. Mettre en avant ce genre de propos sans justification est problématique. La partie civile ne doit répondre uniquement aux questions pertinentes et rentrant dans le cadre du dossier. L'avocat de la défense ne doit plus continuer à poser ce type de questions, sinon vous n'aurez plus la parole. Encore une fois, si vous n'avez plus de questions, veuillez vous asseoir. Maître Iannuzzi. Merci, Monsieur le Président. Ma question était basée simplement sur des questions de bon sens, mais néanmoins, je vais avancer. Monsieur la partie civile, connaissez-vous le Président? Maître, veuillez attendre. Le Président, la juge Cartwright, vous avez la parole. La juge Cartwright, merci Monsieur le Président. La Chambre tient à rappeler à la défense que cette partie civile a de toute évidence souffert et qu'il mérite qu'on le traite avec davantage d'humanité et de respect. Je vous rappelle l'observation du Président. Si vous n'avez plus de questions pertinentes et respectueuses, veuillez céder la parole. Maître Iannuzzi, merci Madame la juge. Monsieur la partie civile, comme je l'ai déjà indiqué, permettez-moi de dire que je n'ai aucune raison de remettre en question ce que vous avez dit aujourd'hui. J'ai énormément de respect pour vous en tant que personne, en tant que partie civile et en tant qu'individu ayant bien évidemment souffert pendant une période de votre vie. Je tiens à insister là-dessus justement pour contrer l'insinuation de la juge Cartwright suggérant que je manque d'humanité. Je reviens à une dernière question. En tant que partie à cette procédure, quelqu'un pour qui ce pays lui tient à cœur, connaissez-vous ou avez-vous lu récemment un rapport de Human Rights Watch portant le titre « Tell them that I want to kill them, 2 decades of impunity in Hun Sen's Cambodia ».
Président. Maître, votre question est trop éloignée des sujets concernant la Chambre. Nous avons répété à plusieurs reprises que seules les questions pertinentes seront autorisées. La Chambre est convaincue que cette partie civile n'a pas de connaissances lui permettant de répondre à cette question. Vous avez déjà été prévenu. Nous devons faire de notre mieux pour que cette procédure soit efficace et correctement menée. Maître Iannuzzi, j'en aurai donc terminé. J'aimerais que ce soit noté que, sur la base de cette question, le Président, je pense avoir été clair. Vous n'êtes pas autorisé à faire acter quoi que ce soit lorsque vos questions ne sont pas pertinentes. La partie civile est ici pour comparaître et non pas pour répondre à des questions dénuées de pertinence. Thank you for coming to assist the Chair. Maître Iannuzzi, voilà, c'était toutes mes questions. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour assister à la Chambre et je vous souhaite bonne chance. Bah, អរគុណណាស់ដែលម្ដងរំនេះជាបន្ត Le Président, merci beaucoup à la partie civile. J'aimerais à présent laisser la parole à la défense de Yang Sari, si elle souhaite la parole. Maître Angoudon. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour aux procureurs, aux confrères et tous ceux et celles ici présents. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Angoudon, je suis conseil de la défense de Yang Sari. Mon confrère est absent cet après-midi. Je n'ai pas de questions à vous poser. Mais nous apprécions votre comparution et au nom de M. Yang Sari, je vous remercie sincèrement pour votre témoignage et votre contribution à la manifestation de la vérité. Je vous souhaite bon retour chez vous, M. le Président. Le Président, à présent, nous laissons la parole à la défense de Kyo-Sampan. S'il souhaite poser des questions à la partie civile. Maître Kong Samon. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Au nom de mon client, Monsieur Kyo-Sampan, je n'ai pas de questions à poser à la partie civile. Le Président. Monsieur Mirsalan, en tant que partie civile constituée dans cette procédure devant la Chambre de première instance, vous avez le droit de faire une déclaration dans laquelle vous pouvez exprimer les souffrances que vous avez endurées pendant le régime et le préjudice tant moral, psychologique, affectif ou matériel que vous avez enduré en conséquence directe des faits allégués contre les accusés Nuanchea, Yang Sari et Kyo-Sampan pendant toute la période du Kampuchea démocratique. Si vous souhaitez faire de telles observations, la parole vous sera donnée. À la partie civile, Monsieur le Président, je vous remercie très sincèrement de me donner cette possibilité. Le procès des dirigeants Khmer Rouge est un espoir que je nourris depuis très longtemps. J'ai perdu mon épouse et plusieurs membres de ma famille. Et j'ai confiance que le tribunal trouvera justice pour moi. À ce jour, je ne comprends pas
la nature des actes commis par les Khmers rouges. Et j'espère, j'ai bon espoir que le tribunal trouvera la vérité. J'aimerais aussi vous présenter les excuses. Si l'on ne refuse pas ma demande, je demanderai à ce que les dépouilles, les squelettes, les ossements soient... qu'il y ait la crémation des ossements. Cela en effet pour être les ossements de mon épouse, et il n'est pas approprié d'avoir des ossements dans un présentoir. Et donc voilà la demande que j'ai pour le tribunal, la crémation des ossements. J'exhorte la Chambre à demander que les ossements humains soient brûlés dans la tradition cambodgienne. Ce sont les dépouilles des gens qui ont été tués par ces gens. Et c'est quelque chose d'humain et de décent que pourrait faire le tribunal. J'exprime ce souhait que l'on procède à la crémation des ossements dans la tradition cambodgienne et que les cendres soient mises dans un stupa commémoratif pour que les gens se souviennent de ce qui s'est passé. J'ose le dire en public, mais si ce n'est pas approprié, je vous présente mes très humbles excuses. J'ai perdu mon épouse il y a très longtemps et je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'enfant que mon épouse portait. Si mon épouse a été tuée et que ses ossements sont quelque part dans un présentoir, ce n'est pas approprié. Si nous voulons que les générations futures se souviennent de ce qui s'est passé sous ce régime, eh bien les cendres peuvent être mises dans un stupa ou quelque chose du genre. Le président. Merci, Monsieur Miasaran. Voilà qui met fin à votre comparution en tant que partie civile. Nous vous remercions. Votre témoignage contribuera à la manifestation de la vérité. Vous pouvez bien rentrer chez vous, ou quel endroit que vous plaît. Au nom de la Chambre, je vous souhaite bon retour chez vous et bonne chance. L'huissier d'audience, veuillez assurer le bon retour de M. Miasaran chez lui en coordination avec la WESU. Monsieur Miasaran, vous pouvez maintenant quitter le prétoire. Veuillez. Et pour le reste de l'après-midi, nous allons maintenant entendre la déposition de la partie civile TCCP 105. Mais cela sera fait après une courte pause. Nous allons donc marquer une pause et reprendre à 15 heures.